flow yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Lansana Gagny Sakho. C'est un plaisir, Monsieur Sakho, encore une fois, de vous recevoir Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Tout le plaisir est pour moi, Bayomar. Je profite pour saluer vos éditeurs et vous souhaiter, je pense, c'est votre 30e. Oui, 30e anniversaire. 30e et votre 30e anniversaire. Je pense que vous avez été les pionniers dans beaucoup de domaines. Je passe souvent ici, toujours avec plaisir, mais on entend toujours la chaîne de télé. J'espère qu'on le verra assez rapidement. S'il plaît à Dieu. Et merci encore pour les encouragements. Merci. Alors, oui, Lansana Gagny Sakho, vous êtes le coordonnateur du programme politique et législatif de PASTEF. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, entame le deuxième trimestre de 2024. Il a annoncé la couleur, fixer le cap, assainir les finances publiques, rationaliser le fonctionnement de l'État, deux préoccupations majeures du président Faye pour une économie endogène. L'opposition dégage en touche et se radicalise. L'Assemblée nationale prépare la DPG, la déclaration de politique générale du Premier ministre. Les partis harmonisent, l'opinion observe. Quelle appréciation? Je pense que je vais quand même revenir sur certains fondamentaux. On parle de 100 jours, on parle de bilan. Pourquoi parler de 100 jours? Pourquoi pas 25 jours? Pourquoi pas 50 jours? Nous ne sommes pas dans une étape pour faire un bilan, nous sommes dans une étape pour faire ce qu'on appelle un état des lieux. Faire un état des lieux, c'est qu'est-ce que nous avons trouvé. Vous ne pouvez pas démarrer la mise en place d'un programme si vous ne faites pas l'état des lieux de ce que vous avez trouvé au Sénégal. Ce que nous avons trouvé, c'est un taux d'endettement de près de 80%. Largement au-dessus des prévisions de l'UEMOA. Fixé à 70%. Fixé dans à le cadre harmonisé. Fixé à 70%. Oui. Ce que nous avons trouvé également, je pense c'est bien toujours de partir des références. C'est un endettement qui est passé, 2012, 347 milliards, quand le président Macky Sall prenait le pouvoir, à 1826 milliards. Quand le président Macky Sall est sur le point de partir. 1826 milliards, c'est 5 milliards de francs CFA à payer par année. Ça, c'est les chiffres que nous avons trouvés. Mettre en place un programme, c'est à la base deux choses, des moyens financiers et des hommes. Et je pense sur le plan moyen financier, on est juste d'accord qu'il y a un souci. Donc, nous ne sommes pas dans une logique de faire un bilan d'un programme. Nous juger, ça se fera peut-être dans 2 ans. Mais je pense que le président de la République a posé des actes très forts. Et il a fixé le cap. Et voilà, exactement, il a fixé le cap. Où est-ce que nous voulons aller en termes d'économie endogène? Économie endogène, oui. Quand vous regardez la structuration de notre économie, endogène, c'est entre nous. Naturellement, ça ne veut pas dire que nous allons nous fermer, nous allons rester ouverts. Le secteur privé national, c'est 70% de la commande publique. C'est 70% en termes de marché, mais c'est 30% seulement en valeur, complètement marginalisé. C'est des changements importants que nous voulons faire à ce domaine, impliquer un peu plus le secteur privé. L'agriculture, exactement la même chose. Je pense qu'on a mis beaucoup d'argent, par exemple, dans le riz, mais on a vu les résultats. Nous sommes encore importateurs de près d'1 million de tonnes de riz par année. C'est des changements comme ça que nous voulons introduire naturellement au niveau de la gestion public, de la transparence, de la redevabilité. Il y a des choses qui sont basiques, qui devraient être faites depuis longtemps. C'est publier les rapports, ne plus dire je mets un rapport sur le coude. Je pense que c'est des signaux qui sont très forts sur lesquels nous sommes, le président de la République et son gouvernement sont en train de travailler et qui devraient permettre à notre pays, dans les années qui viennent, de voir ce que nous voulons faire. Oui.
Alors, Oui. oui, le chef de l'État a fixé le cap. Oui, C'est de cela dont il est question. exactement. Vous parliez tout à l'heure d'état des lieux. Oui, mais vous avez été élu pour apporter des solutions et au plus vite, non? Il n'y a pas de solution vite, non. Oui. Une solution pour un État, de façon structurelle, elle se fait dans la durée, dans le temps. On vient pour apporter des solutions. Je pense qu'il y a des mesures fortes qui ont été prises sur les denrées, naturellement. Je pense qu'il y a des mesures fortes qui ont été prises, même au niveau de la communication. Voir un opposant aller à la RTS, parler de leur vision, parler des sujets sur lesquels ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement, je pense que depuis 2012, on n'a pas eu ça. Voilà. Le président a fixé le cap sur le plan économique et nous sommes en train de travailler pour trouver les solutions. L'état des lieux, je pense que le plus dur a été fait. On sait exactement ce que nous avons trouvé. Et c'est ça qui nous a poussé. Un budget, la loi des finances initiales 2024, 7 milliards de francs CFA, on est tombé à 5 milliards 600 de francs CFA dans le budget réévalué. Sur 2025, nous allons aller autour de, si je ne me trompe pas, 5 600 ou 5 700 milliards. Vous voyez, c'est déjà fixé le cap. Être transparent sur les chiffres sur lesquels nous travaillons. Je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction. Pour faire un programme, construire un pays par rapport à ce que nous avons prévu, c'est deux choses. C'est les hommes, ce sont les hommes, mais également les moyens financiers. On ne peut pas tricher sur les chiffres et après tromper les Sénégalais et leur dire que nous allons travailler sur des chiffres. Des options quand même sont prises par rapport aux subventions. Oui, en économie, souvent beaucoup restent pessimistes sur les subventions. Vous en avez fait aujourd'hui justement un choix fondamental. Par exemple, pour les denrées de première nécessité, des subventions ont été introduites. Pensez-vous quelque part que ce choix est opérant dans le long terme? Je pense que c'est une réponse à une demande des Sénégalais qui souffrent beaucoup à cause du coût de la vie. Mais notre démarche, dans ce cas de figure actuellement, elle est très ponctuelle. Nous sommes en train d'aller dans des mesures structurantes pour ne plus avoir à subventionner un certain nombre de choses. Et je suis d'accord avec vous sur ce point. C'est jamais du long terme. Quand on parle de souveraineté agricole, si vous réglez le problème de la production agricole en interne, vous pouvez vous passer des subventions. Voilà. Et je pense que c'est de ça que nous parlons. C'est pour ça que je vous dis, arriver à être autosuffisant sur le plan de la production de riz, sur le plan de l'oignon, sur le plan de la tomate, sur le plan de tout ce qu'on veut dire, c'est ça qui nous permettra de dire maintenant nous pouvons mettre de côté les subventions et travailler sur la base de vérité des prix. La subvention, je suis d'accord avec vous, elle n'est jamais durable. Il suffit que le prix du baril soit multiplié par 1,3, 1,4, on sera obligé de réajuster les prix. Nous sommes un pays très très pauvre. Mais je pense qu'en optimisant nos ressources financières, on peut arriver à, je ne dis pas à subventionner, à créer plus de valeur pour que le pouvoir d'achat des Sénégalais se trouve amélioré. Et c'est également de ça qu'il s'agit. Alors, c'est de cela dont il s'agit. Aujourd'hui, vous avez justement comme indicateur le chômage des jeunes également. Oui, Lansana Gagny Sakho, vous faites face à une demande très très forte de jeunes dans le cadre de l'employabilité. Les jeunes, justement, empruntent la mer au prix de leur vie. Aujourd'hui, qu'avez-vous à proposer ou à poser comme acte pour relever le défi justement du chômage des jeunes? Parce que l'ANSD parle de 23,2% en termes de taux de chômage. Dire le taux le problème d'emploi des jeunes, c'est le principal défi, je ne dis pas seulement du Sénégal, mais je pense de tous nos pays. Vous avez 300 000 jeunes qui sortent chaque année de nos établissements d'enseignement supérieur. Le secteur productif, je dis bien notre secteur productif, il n'arrive à en employer que 30 000. Donc vous avez chaque année 270 000. Et c'est ça qui explique toute la logique que nous avons en disant, nous allons revoir un peu comment nous allons structurer notre économie. La structuration de notre économie, ça passe par, j'aime pas trop le mot souveraineté, mais nous allons nous organiser pour que notre secteur privé national puisse jouer pleinement son rôle, ne soit pas un secteur privé qui soit sous-traitant des grosses organisations. Et c'est par là que nous allons créer des emplois. Concrètement, comment? Concrètement, comment? Je vais venir avec vous. Oui. Il faudrait que nous ayons un secteur privé national fort. Moi, je vous donne deux exemples clés. Le Sénégal avait deux grosses
de gros champions sur le plan industriel. C'est la société qu'on appelait Colgate-Palmolive qui, à partir d'ici, servait toute l'Afrique de l'Ouest, y compris l'Afrique centrale. Ils sont partis. Il faut qu'on se pose les bonnes questions pourquoi ils sont partis. Notre pays s'est désindustrialisé, je ne dis pas ces 10 dernières années, ces 20 dernières années, parce qu'on n'a pas su les capter. On n'a pas su les capter, il y a des raisons qui sont évidentes. Je vous donne un exemple. Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle les facteurs techniques de production. Quand vous avez au Ghana le coût du kilowatt qui est à 11 cents, il est à 12 cents en Côte d'Ivoire, il est à 18 cents au Sénégal, on ne peut jamais arriver à avoir une industrie compétitive dans la sous-région. Justement, notre travail, notre vision, c'est de travailler sur ces leviers pour avoir un secteur privé qui soit plus engagé afin que notre marché ne soit plus le Sénégal, mais ce soit l'Afrique de l'Ouest, qui devrait être notre marché. On parle d'un marché de 80 millions de personnes, libre circulation des biens et des personnes. Donc, à travailler sur les facteurs techniques de production pour que notre industrie soit compétitive, mais également avec une très forte implication de notre secteur privé national. Je pense que c'est là où nous avons réellement de gros problèmes. Oui, nous avons de gros problèmes. La question, elle est technique aujourd'hui. Vous avez parlé de secteur privé. Quand je parlais tout à l'heure de savoir comment concrètement relever ce défi, parce que vous avez vu l'essentiel de nos entreprises sont en train de péricliter de plus en plus. Aujourd'hui, vous avez vu avec des sociétés qu'on considère comme étant des champions, aujourd'hui sont en train de se délaisser complètement. Par exemple, pour la vente du poulet, Sédiment, et Sédiment n'est pas la première. Avant Sédiment, vous avez vu d'autres entreprises confrontées à de sérieuses difficultés au point même de perdre l'actionnariat majoritaire. Je ne fais pas de fixation sur l'actionnariat. L'essentiel est que la société reste au Sénégal, produit de la valeur au Sénégal. Oui, mais soit aussi nationalisé quand même, c'est aussi important. Non. Je pense que c'est pas important. Nous sommes dans un monde ouvert, Je suis d'accord. On ne peut pas, quand vous rentrez... Autant c'est normal, autant aussi nationaliser nos sociétés, quand même, soit un indicateur clé. Oui, je vais revenir sur 2 exemples. Vous avez parlé de Sédiment qui a dit « j'ouvre mon capital ». Au point de perdre l'actionnariat majoritaire. Je pense que c'est un point important. Tout comme NMA a ouvert son capital depuis très longtemps, mais sans tambour ni trompette. En fait, l'ouverture d'un capital, pour moi, n'est pas un problème. Ce qu'on doit faire, c'est 2 choses. C'est discutable. Bon, d'accord. Ce qu'on doit faire, je pense, c'est rendre notre pays attractif, faire venir des investissements étrangers, mais également demander à ce que notre secteur privé national puisse s'impliquer. Et puis encadré aussi. Et encadré. Par l'État. Je suis pas, enfin, on va dire, je suis un peu libéral. Je pense que... Oui, moi aussi. Autant libéral comme vous, mais cela suppose, vous avez vu comment l'organisation du tissu industriel américaine, justement, est effectuée. Oui, mais l'Afrique, c'est 5% du commerce international. Oui, qui aspire à. Si vous vous barricadez, tout le monde se barricade, on ne va pas s'en sortir. Je pense que le défi aujourd'hui de nos pays, c'est qu'on puisse arriver à avoir des économies très compétitives. Nous sommes 17 millions de pauvres Sénégalais. Ce n'est pas dans notre pays qu'on va se développer et qu'on soit capable d'aller attaquer la sous-région. Quand vous allez dans tous les supermarchés des pays ouest-africains, Sénégal, Bénin, Togo, Burkina, vous trouvez des produits ivoiriens. Allez, vous trouvez des produits ivoiriens, c'est le savon, c'est la pâte dentifrice, c'est plein de choses. Mais quand vous allez dans ces pays, vous ne trouvez aucun produit sénégalais. Cela veut dire que c'est ça le défi. Oui, c'est ça le défi. Oui. C'est un défi de compétitivité qu'il faut. C'est un défi de compétitivité qu'il faut régler. Savez-vous qu'aujourd'hui, le Sénégal était champion avec la Côte d'Ivoire dans la production de savon? Tout est importé, ils sont tous partis. Nous sommes essentiellement à l'importation parce que peut-être notre environnement ne permet pas à l'entreprise d'être compétitive. Et je pense que c'est là où se trouve le défi et c'est là où nous voulons aller. Mais on ne le fait pas en 1 an, on ne le fait pas en 2 ans, ça prendra du temps. Il faut reconstruire un certain nombre de choses, revoir un certain nombre de paramètres. Mais le plus important, c'est que nous avons identifié le problème et nous avons fixé le cap. La deuxième chose qui existe également sur le secteur privé national, les gens disent souvent à tort que le secteur privé est moribond. Vous l'entendez, on l'entend très souvent. Moi, je pense que les véritables capitaines d'industrie qui étaient là avant Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade, qui étaient là avant Macky Sall, qui sont toujours là, sont les vrais acteurs.
Ce que nous ne ferons pas chez Pastef les Patriotes, c'est que chaque régime qui vient, il vient avec ses hommes d'affaires. C'est ça. Mais nous ne ferons jamais ça. Nous ne ferons jamais ça. Nous encouragerons ce qui existe et peut-être même que nous allons aller plus loin. Aller plus loin, c'est travailler d'avoir une nomenclature de ce qui est notre secteur privé. Dans quel domaine tu travailles, ça évite une chose que chaque pouvoir qui vient dit, moi, ce sont ces gens-là, mes entreprises, ce sont ces gens-là que je veux faire travailler. Et je pense que c'est ça qui a plus tout est question d'organisation, finalement. Tout est question d'organisation. Oui, et de méthode, surtout. Et c'est là où nous nous dirigeons en réalité. Quel secteur privé nous voulons, nous le savons exactement, mais ça va prendre du temps pour construire. Et dans quel secteur pensez-vous qu'il serait question d'agir vite, le secteur de la manufacture ou bien le secteur primaire, ou quel secteur avez-vous l'impression, une fois les moyens mis, permettra un peu avec la chaîne de valeur de relever le défi? Je pense qu'il y a deux secteurs importants sur lesquels on doit travailler, c'est l'agriculture et c'est les mines. Le troisième secteur, c'est le pétrole, où on a complètement loupé le coche, en réalité. Oui. Moi, je prends toujours l'exemple. Loupé, ça veut dire on que... est complètement passé à côté. Avec vous... On va corriger. Non, on est arrivé depuis 3 mois, où le coche a été complètement loupé. Oui. Il y a des exemples précis qu'il faut prendre. Quand le Qatar a découvert son pétrole, ces gens ont mis 25 ans, je dis bien 25 ans avant de commencer à aller dans l'exploitation et de signer des contrats. Et ils se sont organisés pour que les ressources leur appartiennent. Ils se sont également organisés pour que les exploitants soient de simples fournisseurs de services. Le Sénégal a signé des contrats 2 ans avant d'avoir la certitude que les ressources existaient. Ça, c'est le premier point sur lequel nous nous sommes trompés. Le Congo-Brazzaville, ils font 250 000 barils par jour. Ça leur a servi absolument à rien. Le Sénégal, on ne fait pas grand-chose. Nous sommes sur une logique de 100 000 barils par jour. C'est ça. Et quand vous prenez les chiffres de Petrosen, c'est 750 milliards par année. Ça fait même pas, c'est pratiquement 15% du budget. Et si on ne fait pas attention, on ne change pas le modèle, ce qui va se passer, cet argent va servir à payer la dette ou à faire des subventions. La vision que nous avons, c'est que ces ressources doivent nous permettre de régler le problème de la compétitivité de notre pays. On parle souvent de gas to power. Et c'est ça la bonne démarche. Mais il faut régler le problème de l'approvisionnement du gaz vers les villes. Et je pense que ça, c'est un gros pan qui n'a pas été réglé. On va commencer à vendre du pétrole. Et justement, ça, c'est un autre cap que nous avons décidé de mettre en place, que le gouvernement a décidé de mettre en place. C'est comment utiliser ce pétrole pour rendre notre pays compétitif sur le plan, notre pays compétitif, notamment sur les facteurs techniques de production. Si vous réglez ça, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est que vous allez avoir tous les industriels qui vont dire, je vais aller m'installer au Sénégal parce qu'ils ont les ressources humaines, je pense, nous avons les ressources humaines, parce qu'également nous avons des coûts de production qui sont bas, qui permettent à notre pays d'être compétitif. En fait, je pense que c'est ça le cas. À quel horizon? Je ne peux pas dire, je ne peux pas vous donner d'horizon, Babacar. Non. Oui. Nous ne céderons jamais à la tentative, donnez-nous une date, non. Parce que vous avez beaucoup de paramètres que vous ne maîtrisez pas. D'abord, il faut revoir quel dispositif nous allons mettre en place, comment nous allons le faire, avec qui nous allons le faire. Et ça, la solution. Mais ce qui est certain, c'est que le cap est fixé, nous savons ce que nous voulons, avoir une économie très compétitive. Je viens sur l'agriculture. C'est un autre volet également, sur lequel nous pouvons régler partiellement, je dis bien partiellement, parce que je pèse mon mot, le problème de l'emploi de certains jeunes. Il y a l'agriculture familiale qu'il faut maintenir, je pense, pour régler le problème de l'alimentation en interne. Par contre, si tu veux aller à l'international, on ne le fera pas avec la OU et la DABA. Donc, je pense on va mixer les deux. Il faut aller dans l'agro-industrie pour attaquer les marchés extérieurs avec ce que nous faisons. Après, il faut quand même garder ce que nous savons faire de mieux, l'agriculture familiale, pour régler les problèmes de souveraineté alimentaire en interne. Et puis l'opposition est claire dans sa réponse, parce que quand vous dites aujourd'hui, en parlant
des fonds politiques, que vous n'avez rien trouvé dans les caisses. Aujourd'hui, que économiquement, vous avez trouvé une situation difficile, pour ne pas dire catastrophique. Aujourd'hui, justement, l'opposition autour de Benno Bokk Yakaar précise aujourd'hui que le budget n'a été dépensé qu'à hauteur de 25%. Alors, quelle réponse? Je vais revenir sur ces deux points. J'ai commencé par parler de 1974, on a 800 000 morts. Vous pensez que les génocidaires sont à même de donner des leçons à Kagame? C'est ce qui est en train de se passer. Omar, on a parlé de secteur privé qui souffre. Le secteur privé dans les BTP, l'État leur doit 300 milliards de francs CFA. Vous êtes au courant? C'est la dette intérieure, oui. C'est très difficile. Dans le même temps, ces gens qui parlent ont effacé une dette de 200 milliards d'Indorama. Sais-tu qu'en 2023, si tu prends la direction des prévisions et des études économiques, elle sort tous les mois des rapports sur le service de la dette, sur le principal et les intérêts et commissions. Regardez les chiffres en 2023. En 2023, le principal c'était 1551 milliards. Mais les intérêts et les commissions, c'était 1221 milliards. Intérêt, il y a un mot qui est important dedans. C'est commission, que personne ne comprend. Ces gens ont pillé ce pays. Je pense que si nous en sommes arrivés à ça, si nous en sommes arrivés à cette situation, c'est essentiellement dû à ça. La situation dans laquelle nous avons trouvé les finances publiques est très difficile. Ça ne nous a pas empêché de baisser les bras. On travaille tous les jours. Ils sont très mal placés pour parler de budget. Ils sont partis sur un budget de 7 000 milliards de francs CFA. 7 100 milliards de francs CFA. C'est la LFI 2024. On a dû la retomber à 5 600 milliards de francs CFA parce que ce sont des chiffres qui sont faux. Des gens qui ont pensé tout leur temps à tricher sur les chiffres ne peuvent pas être des donneurs de leçons. Et je pense qu'il y a une erreur qu'on doit éviter, elle est très importante. C'est de nous faire disperser. Nous avons fixé le cap, nous avons une feuille de route, nous devons nous mettre dessus à travailler. Oui, mais ce que je reprocherais, moi, au gouvernement... Quand vous dites avoir trouvé une situation catastrophique, mais alors, mettez entre les mains des Sénégalais des résultats, des dossiers pour comprendre aujourd'hui où en est-on. Aujourd'hui, jusqu'ici, rien n'est encore clair. Je vous ai dit, il y a deux éléments. Vous parlez tout à l'heure de commission, c'est des rapports qui sont sortis. Mais il faut les clarifier. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Tous ces gens qui parlent et qui ont pillé les ressources de l'État, si on les avait, excusez-moi du terme... Mais quand vous dites piller, c'est vous qui le dites. Non, on a les résultats. Mais attendez, les résultats. De quels résultats? Non, on a les rapports, on a les différents rapports de la Cour des comptes qui sont publics, qu'on a mis sur le coude. Vous mettez où la présomption d'innocence? Jusqu'à ce qu'un tribunal décide de la situation. Mais comment? Non. C'est sérieux? Non, les dossiers existent. Je pense que vous avez hier suivi le président de la République. La redevabilité, elle va être mise en œuvre et je pense que ceux qui ont pris les ressources de l'État vont naturellement répondre. Je pense que si on avait commencé par ça, ils ne se seraient pas mis à parler. Oui, c'est une demande très forte, mais jusqu'ici, on n'a encore aucun résultat. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais on ne peut pas demander au gouvernement de ne pas utiliser la justice et de lui dire de manipuler la justice également. Il n'est pas question de manipulation. Il est juste question de vérité, c'est tout. Voilà, il est question de vérité. De vérité, d'état des lieux, clamé partout par les nouvelles autorités qui attendent d'être actées. Et c'est une demande sociale, je suis parfaitement d'accord avec vous. Oui. Mais les choses vont se faire à temps, les rapports existent, le procureur va faire son travail et ceux qui ont pris les ressources de l'État devront rendre compte. Je veux simplement revenir sur quelle attitude devons-nous avoir. Nous avons un pays à construire, nous avons une nation à réconcilier. L'erreur à ne pas faire, c'est les suivre dans une stratégie de diversion. C'est aussi simple que ça. Ce pays fait face à des défis énormes. Je pense qu'on en a parlé tout de suite. On a parlé du secteur privé. On a parlé de la santé qui est une priorité. On a parlé de l'éducation qui est une priorité. Il reste encore à clarifier, Tout est priorité dans notre pays. Et je pense qu'on va garder le cap, faire ce que nous avons à faire, aller dans une logique de transformation de ce pays. Quand vous parlez d'économie endogène aujourd'hui, vous avez parlé de secteur privé fort, mais qui justement attend une déclinaison aussi assez claire pour le faire comprendre aux acteurs qui attendent, parce que quelque part la situation est
assez tendu. Aujourd'hui, vous avez parlé justement de défis concernant les jeunes, mais aussi il y a un autre défi concernant l'éducation. Vous avez suivi récemment à l'université avec les conditions d'études et de travail, à la fois des étudiants, mais du personnel aussi, alors, à ce niveau. Je pense que le ministre de l'Éducation, Guirassy, a posé des actes très forts sur de l'enseignement supérieur. De l'Éducation nationale d'abord, a posé des actes très forts sur des dossiers qui traînent depuis 3-4 ans. Je pense que le ministre de l'Enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf, on parle d'ouverture des classes en octobre et il y avait toujours un décalage énorme. On parle de recrutement de 1500 enseignants qui vont se faire, etc. Et les bacheliers aussi. Il y a une commission qui a été mise en place. Voilà. Oui. On a hérité d'une situation, n'est pas une excuse. Nous avons été élus pour régler les problèmes et nous sommes sur cette voie. Mais notre pays, c'est beaucoup de défis. Je pense que la sécurité est un défi, la mobilité dont on parlait est un défi, l'éducation est un défi, la santé est un défi. Nous sommes dans cette logique. C'est pour ça que je dis, on ne doit pas être dans une logique de se faire divertir. Jugez-nous dans 2 ans. Jugez-nous dans 2 ans et je pense qu'on verra les résultats. Oui, en espérant rester encore en vie, justement. Et il faut manger, se vêtir, se soigner. Vous en convenez avec moi? Je suis parfaitement d'accord. Alors, oui. Il faut trouver du travail, il faut se soigner, il faut se vêtir, tout ça. C'est des points importants, mais nous sommes en train de travailler dessus. Le monde ne s'est pas fait en un jour. Et vous avez des dynamiques, des inerties qui sont comment redonner fortes. de l'espoir aujourd'hui? Parce que l'espoir est perdu par ces nombreux jeunes qui empruntent la mer. Pour aller à l'hôpital, c'est totalement différent. L'accès aux soins de santé pose problème en termes de coûts également et de qualité des soins. Aujourd'hui, vous avez également la cherté de la vie, même si tant est il y a encore une baisse des prix des denrées de première nécessité, il y a encore du chemin, monsieur Lansana Gagny Sakho. Il y a un chemin énorme à faire, mais qui ne se règle pas en 2, 3, 4 mois. Je pense qu'il faut bien qu'on se mette d'accord dessus. C'est des dynamiques très fortes qui vont prendre du temps, mais je pense que le plus important, c'est que nous soyons dans une logique, dans une perspective de travailler pour trouver des solutions. Et vous pensez qu'aujourd'hui, il faut passer, c'est un impératif catégorique, par une bonne industrialisation? On n'a pas le choix. Le monde, il fonctionne comme ça. Le monde, c'est un monde de compétition. Quand vous êtes faible, vous vous faites bouffer. Quand vous êtes fort, vous allez gagner. C'est comme ça. En fait, c'est une guerre à la limite. On n'a pas le choix. Il faut une très bonne politique d'industrialisation. Le Sénégal, c'est depuis les années 80, depuis le départ de Diouf, moi je dirais, ce pays s'est désindustrialisé. Tous les grands champions que nous avons... Avez-vous compris pourquoi? Ben, il y a 2 choses. Je pense qu'on a cassé un certain nombre de codes qui faisaient notre pays. Je vous ai parlé tout à l'heure des facteurs techniques de production qui sont devenus très hauts. Je pense qu'il faut qu'on revoie dans le fond comment fonctionne la Sénélec, il faut que nous avancions court. Ça, c'est le premier point. Et je pense aussi les grands champions industriels qui étaient là n'ont pas été forcément soutenus par nos États. Je pense que si on règle ces 2 problèmes, on a de véritables champions, l'État les accompagne, et après on règle les problèmes de compétitivité de notre pays, on peut y arriver. Alors, oui. Qu'est-ce que nous faisons de l'AGOA, par exemple? Absolument rien. Et pourtant, c'est des opportunités. Il faut qu'on comprenne pourquoi nos entreprises, ça, c'est pas le rôle de l'État, y arrive. C'est l'État, son rôle, c'est d'accompagner. Et je pense que le président Diomaye a été très clair dans tout son discours. Le cap, c'est de développer un secteur privé national fort. Et il faut que l'État accompagne. Moi, j'ai travaillé dans le passé dans l'assainissement. Vous avez en Côte d'Ivoire un fabricant de tuyaux PVC. Vous avez au Sénégal un fabricant de tuyaux PVC. C'est des exemples pratiques. Quand l'Ivoirien fabrique ses tuyaux PVC, qu'il arrive au Sénégal, il est plus compétitif que nos producteurs de tuyaux PVC. Certains ont fermé parce que les coûts ne sont pas les mêmes, parce que les transactions ne sont pas les mêmes. Également, l'industrialisation, c'est pas seulement des coûts, c'est également la transparence, la bonne gouvernance. Tout ça, c'est des facteurs qui sont importants sur lesquels il faut travailler. L'industrialisation est un des clés qui permet de relever notre pays, mais qui permet surtout de régler le problème de l'emploi des jeunes. Je ne crois pas, personnellement, des concepts comme Réunawi soient la réponse à la demande des jeunes. Et le message, comme j'ai dit tout à l'heure, le message du président, il a fixé le cap. Maintenant,
aux hommes qui sont chargés de mettre en œuvre, de faire les choses dans les règles de l'art. Oui, et parmi ces hommes, vous avez le Premier ministre qui est chargé d'appliquer et de faire appliquer justement la politique définie par le chef de l'État. Le chef de l'État qui a mis l'accent sur justement la facilitation du coût du loyer. Vous avez suivi les orientations qui ont été données, mais également que la baisse du coût des denrées de première nécessité reste dans une dynamique de continuité. Aujourd'hui, la question fondamentale, où trouver ces moyens, ces ressources? On ne peut pas distribuer une richesse qu'on ne crée pas. Je pense qu'on est bien d'accord dessus. Le président a donné le cap sur le coût du loyer. Il y a un certain nombre de pistes sur lesquelles tout le monde, tous les Sénégalais réfléchissent et je pense qu'on va le faire. Je pense qu'il faut commencer par rationaliser. Le coût du loyer a explosé parce que la SICAP et les HLM ont perdu leur vocation. Elles sont devenues comme des sociétés immobilières qui font beaucoup d'argent. Et je pense que le président est revenu sur ces aspects-là. Ce qu'on va faire, c'est revenir à ce qui se faisait sous les présidents Diouf et Senghor, permettre à la SICAP, aux HLM, de jouer leur principal rôle maintenant. Il y a l'assiette aussi foncière, il faut quand même qu'ils aient accès à la terre, exactement. Mais justement, au foncier, oui. Vous prenez une bourgade, avec tout ce qui s'est passé, vous prenez une bourgade simple, je ne suis pas un spécialiste en urbanisme, si on avait cédé gracieusement bourgade à la SICAP et aux HLM, je pense qu'on aurait pu trouver des solutions alternatives. Vous ne pouvez pas, sur Dakar, vendre le mètre carré entre 200 000 et 300 000 francs CFA et penser que le Sénégalais lambda pourra demain avoir accès à un emploi. Je pense que tout ça, c'est des pistes de réflexion sur lesquelles nous travaillons. Et un autre point important, je pense, on a gardé la SICAP et les HLM. Je pense que le gouvernement est également dans une logique de rationalisation. Rien n'explique d'avoir la SICAP et les HLM en même temps. C'est antinomique. On travaille dans une logique de faciliter l'accès au loyer aux Sénégalais qui n'ont pas les moyens. Il faut également savoir, ce n'est pas quelque chose qui va se régler en 2 ans, 3 ans. C'est pour ça que j'ai dit, regardez-nous à l'œuvre et dans 2 ans, on pourra s'asseoir, on pourra parler. Vous allez voir que nous allons transformer ce pays. Alors, l'ancien Gani Sakho, invité d'objection. Aujourd'hui, oui, définir une politique est une chose, une autre est de l'appliquer. Et pour l'appliquer, il faut avoir les moyens aussi de le faire. L'Assemblée nationale, vous n'y êtes pas donc majoritaire. Aujourd'hui, quelle est votre option? Parce que la déclaration de politique générale est attendue. Les partis sont en train d'harmoniser au niveau de l'Assemblée nationale. Il est même annoncé justement le coup de fil du président sortant pour permettre justement à l'équipe de pouvoir baisser la tension et d'harmoniser avec justement votre équipe. Oui, à quel niveau d'information vous êtes et comment comptez-vous justement relever ce défi? Il faut toujours qu'on revienne aux fondamentaux. Macky Sall, le Premier ministre, n'avait pas respecté son délai pour prononcer sa DPG. Et nous sommes dans un contexte particulier, je le concède, nous ne sommes pas majoritaires à l'Assemblée nationale. Et le Premier ministre Ousmane Sonko... Pour l'instant, vous n'avez que l'exécutif. Voilà, le Premier ministre Ousmane Sonko doit faire sa déclaration de politique générale. Il y a 2 aspects sur lesquels moi je veux revenir. La question de fond, c'est que cette pression pour que le président ministre Ousmane Sonko fasse sa déclaration de politique générale, est-ce que c'est pour l'écouter ou bien est-ce que c'est pour engager avec des débats du fond des caniveaux? C'est ça la véritable question qu'on se pose. La déclaration de politique générale du président Ousmane Sonko est prête depuis longtemps. Là, je parle à titre personnel. Si j'étais à sa place, je ne ferais jamais de déclaration de politique générale. Ah oui? Non. Vous tendrez un coup aussi à une exigence constitutionnelle. Il n'y a, sauf erreur de ma part, il n'y a aucune contrainte de délai pour faire... De délai, oui. De délai. Oui, mais de fait, la déclaration de politique générale est une exigence de la Constitution. D'accord, mais on est d'accord qu'il n'y a aucune contrainte de délai et qu'il pourrait dire je fais ma déclaration de politique générale en 2029 en étant dans les règles. Je veux juste qu'on se mette d'accord sur ça. D'accord? Je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord sur ça. Maintenant, je pense qu'il faut faire la déclaration de politique générale pour expliquer aux Sénégalais. Vous êtes en train de me poser des questions sur lesquelles vous auriez peut-être les réponses. Je pense qu'il faut que la déclaration de politique générale la fasse, mais à qui on va la faire?
Si pour la faire, après, les gens vous demandent de faire une déclaration de politique générale pour vous servir des invectives, c'est vraiment ça le rôle, il faut se demander, est-ce que c'est nécessaire de le faire? C'est ça la bonne question. Je pense que notre pays a besoin d'être apaisé. Apaiser un pays ne veut pas dire que les gens ne doivent pas rendre compte. 54% des Sénégalais ont dit, nous avons choisi le président... 28%. Voilà. On dit, nous avons choisi le président Bassirou Diomaye Faye pour diriger ce pays. Je pense que c'est une première. Gagner au premier tour. Nous devons être dans une logique de construire, de réconcilier. Parce que ce pays était profondément divisé. Divisé. Je pense qu'on va être dans cette logique de conduire et de corriger. Mais corriger, transformer ce pays, régler les problèmes, ne veut pas dire impunité. Il faut également que les gens rendent compte de leur gestion, les gens rendent compte de 60 morts que nous avons eus, les gens rendent compte de 1500 jeunes qui ont été... Quand vous dites rendre compte de 60 morts, là, vous remettez en cause la loi d'amnistie. J'ai jamais été pour la loi d'amnistie, personnellement. On ne peut pas... Bayomar, sous Wade, nous avons eu 17 morts. Sous Macky Sall, nous avons eu 60 morts, avec des nervis, avec 1500 blessés. Si on passe en perte et profit tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Mais celui qui viendra va dire, je peux faire 100 morts, rien ne va se passer. Il faut qu'on sache au moins qu'est-ce qui s'est passé pour que ça n'arrive plus dans un pays comme le Sénégal, qu'une personne puisse prendre une balle dans la tête à cause de ses opinions politiques. Ces deux militaires jusqu'ici... C'est ça, introuvable. Oui, introuvable. Le dossier, justement... C'est ça. On ne sait pas. Mais on doit savoir. Oui. Si on ne... Jusqu'ici, vous remettez en cause le processus, la procédure pour justement exiger quoi de ce dossier? Mais il faut clarifier, et ceux qui ont tué ces gens devraient payer. C'est tout. Si l'ancien premier magistrat du pays est impliqué, il devra payer. On ne peut pas passer ça en perte et profit. Quand on est parent et qu'on a son fils étudiant à l'université sur qui je fonde beaucoup d'espoir, qui prend une balle dans la tête, je peux vous dire que sa perception d'amnistie ou pas, elle est complètement... Mais vous êtes différente. arrivé au pouvoir, que faites-vous justement pour exiger la lumière sur ces dossiers? Il faut casser d'abord cette loi d'amnistie et mener les enquêtes, diligenter les enquêtes, savoir qui a fait quoi. C'est tout ce qui... Est-ce que vous êtes dans cette dynamique? Je ne suis pas dans la tête du Premier ministre ou dans la tête du Président de la République. Oui, mais je veux dire, vous êtes quand même membre quand même de la coordination des cadres du PASTEF, oui, non? Bien sûr. Mais ce que je sais, c'est que la justice, la redevabilité, aussi bien sur le plan financier que sur le plan de la justice en général, est un des chevals de bataille de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye. Alors, ce point de vue est toujours dans la continuité. L'ancien Gani Sakho, invité d'objection, vous êtes coordonnateur du programme politique et législatif. Il est beaucoup question de la dissolution de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, oui, qu'en est-il réellement? On sait quand même que, constitutionnellement, c'est jusqu'au mois de septembre, justement, pour attendre et espérer cette dissolution. Vous travaillez dans quelle hypothèse aujourd'hui? Je vous ai dit, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je partage exactement le même point de vue que la présidente Mimi Touré. Cette Assemblée nationale, il faut la dissoudre pour deux raisons. Les Sénégalais ont dans leur grande majorité, 54-28%, décidé de choisir librement le président Bassirou Diomaye Faye. Donc, il faut lui donner les moyens de gouverner. Les moyens de gouverner, c'est qu'il ait une majorité à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Bayomar, je pense que ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale doit nous pousser à reprofiler le type de députés que nous devons avoir dans cette institution. On a vu des choses incroyables que le Sénégal ne mérite pas. Et rien que pour ça, je pense qu'il faut aller dans cette logique. Avoir une Assemblée nationale qui soit vraiment représentative, pas une Assemblée qui soit une caisse de résonance. On a vu certains députés de PASTEF, de la cohorte de PASTEF, apostropher les ministres actuels. C'est comme ça qu'une Assemblée nationale doit fonctionner. Notre pays mérite mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Et je pense que c'est deux raisons. Avoir une Assemblée qui corresponde à la démocratie de notre pays, mais avoir une Assemblée qui permette au président Bassirou Diomaye Faye de pouvoir mettre en œuvre
le projet politique que nous avons promis aux Sénégalais milite pour une dissolution de l'Assemblée nationale en septembre. Mais est-ce que vous travaillez dans quelle hypothèse aujourd'hui? Parce que les élections législatives sont différentes d'une élection présidentielle. Aujourd'hui, êtes-vous en train de travailler dans l'hypothèse d'une élection législative? Oui, et comment comptez-vous y prendre? Parce que quelque part, le défi de la majorité est posé. Oui, le défi de la majorité, il est même essentiel. Nous travaillons dans cette logique. La coalition qui était coalition Diomaye, on est en train de travailler pour reprofiler ça. Et nous allons également continuer à faire appel à beaucoup de Sénégalais qui ne sont pas forcément politiques, mais avec qui nous partageons les mêmes visions pour aller aux élections législatives et avoir une majorité. Oui. Je suis très réaliste. On devrait pouvoir gagner ces élections législatives, mais ça n'empêche pas qu'il faut avoir une certaine prudence. Est-ce que la machine PASTEF est toujours de rigueur? Parce qu'aujourd'hui, Lansana Gagny Sakho, quand vous observez la trajectoire en termes de législatif aujourd'hui, il est difficile de voir dans une assemblée la majorité se dégager. De plus en plus, vous allez en France, vous allez un peu partout dans le monde, vous avez donc une assemblée où les forces sont presque équilibrées aujourd'hui. Avez-vous pris conscience de cette tournure de plus en plus? Et aujourd'hui, comment comptez-vous relever ce défi avec la machine PASTEF aujourd'hui? Je pense que quand on va aux législatives, on ne doit plus parler de machine PASTEF. Je pense qu'il faut travailler avec les grands ensembles. Oui. Il faut travailler avec les forces politiques avec lesquelles nous partageons un minimum de points de convergence pour redresser le Sénégal. Un parti tout seul, majoritaire, ça peut arriver, mais ça va être extrêmement difficile. Comme j'ai dit tout à l'heure, la coalition Diomaye est en train d'être profilée. Elle va changer de nom parce qu'on l'avait mise en place dans le cadre d'une élection présidentielle. Oui, vous allez vous dissocier de Tahaou, des autres. Comment cela va se passer? Il y a des points de vue, pour moi. Je pense qu'on a commencé une très belle aventure avec Yewwi. Il faut être réaliste. On a commencé une très belle aventure à Yewwi. Si nous sommes arrivés à ce que l'opposition ait 80 députés à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait à Yewwi. Il y a des points de divergence qui sont apparus, mais les points de divergence, ils sont faits pour être surmontés. Je pense que les gens doivent se... Vous êtes pour le maintien de Yewwi? Personnellement, oui. Je parle en dehors du cadre de Yewwi, mais je pense que quand vous avez cheminé avec des gens, que vous avez trouvé des points de convergence, il faut... S'il y a des points de divergence, essayez de les trouver. Ils sont faits pour ça. Quand on va ensemble, en groupe, il y a toujours des points de divergence. La politique, c'est l'addition. Regardez, quand vous prenez l'exemple du Front populaire en France. Les très patents. Ils seraient partis tout seuls, ils n'auraient absolument rien eu. Mais il y a des points forts, je pense, sur lesquels nous sommes d'accord avec la majorité des partis de Yewwi, c'est que ces pays doivent être gouvernés autrement. Les points sur lesquels nous sommes d'accord avec la majorité des membres de Yewwi, c'est qu'il faut régler le problème de l'emploi des jeunes. Les points de convergence avec lesquels nous sommes d'accord avec les membres de Yewwi, c'est que la gouvernance, la bonne gouvernance doit être la règle d'or. Ces 3 points, c'est les points les plus importants. Et je pense que ça doit pouvoir faire l'objet de discussions de façon globale et qu'on regarde comment aller ensemble. Une élection législative, elle est plus locale que nationale. Je vais voter pour le président Diomaye Faye est très différent que je vais aller voter pour le député X de telle localité. Voilà. Et le mode de scrutin est pas forcément évident. Je pense quand vous partez des dernières législatives, les Sénégalais ont cherché à créer un équilibre des forces, justement, pour créer des discussions à l'Assemblée nationale. Avez-vous compris un peu le sens du message? Oui. Et je pense que malheureusement, tout le monde ne l'a pas compris, notamment de l'autre côté. Ils ont toujours été dans une logique de crispation et d'affrontation. Et je pense que c'est la bonne démarche des Sénégalais de dire on va pousser les politiques équilibrer, à se parler, à discuter, voilà. À trouver des pages de convergence et s'il y a divergence, au moins à se parler. C'est ça. Parce qu'un député, c'est avant tout un député du peuple. Il représente le peuple, il représente les intérêts du peuple. Et moi, je pense que si on avait eu ces discussions à l'Assemblée nationale, on n'aurait pas eu toutes ces difficultés. Notre pays mérite beaucoup mieux que la démocratie qu'elle a actuellement. Oui, alors, si vous avez 3 cas de figure, un jeune qui cherche de l'emploi, une femme malade qui veut avoir accès à des soins de santé de qualité, le papa âgé qui veut vivre normalement, quelle réponse avez-vous à ces cas, à ces 3 cas? Je commence par le dernier, le papa âgé qui veut trouver
qui veut trouver... qui veut vivre normalement. Qui veut se soigner. Oui. D'accord. Qui veut vivre normalement. Il y a 2 paliers sur lesquels il faut travailler. Parce que le 3e âge aussi, on l'oublie souvent. Oui, et pourtant il est important. C'est important, oui. Voilà. Et on ne sait pas jusqu'ici qu'est-ce que vous leur promettez en termes d'actes. Quel acte comptez-vous poser pour ce 3e âge? Le premier point, tout va revenir. Le premier point, c'est pour le vieux âgé, c'est la pension de retraite. La pension de retraite, elle est liée au nombre d'années que vous avez cotisé et au montant que vous avez cotisé. Le gouvernement, je pense que l'ancien gouvernement a fait quelques efforts de revalorisation. Je pense qu'il faut aller plus loin, mais en tenant compte des moyens de l'État du Sénégal. Pour les soins de santé, je pense qu'il y a eu beaucoup de programmes gratuits pour le 3e âge. Mais ces programmes gratuits ont ruiné les hôpitaux parce que l'État ne payait pas du tout. Et je pense qu'il faut le corriger. Naturellement, quand vous faites la dialyse gratuite, quand vous faites un certain nombre de choses qui sont gratuites, je pense qu'il faut après trouver les moyens. Et ces moyens, on peut les trouver naturellement en ayant dans une logique de gouvernance qui permet de faire des dépenses efficientes. On peut trouver ces moyens. Ça, c'est quelque chose, je pense, d'important. Pour le jeune qui veut étudier correctement, il faut assurer une éducation de qualité. En tenant compte d'un aspect important sur lequel on va revenir également, c'est sur la démographie. C'est un sujet qui est très sensible, dont on n'aime pas parler. Je pense que les actes qui sont posés par le ministre de l'Éducation nationale, les actes qui sont posés par le ministre de l'Enseignement supérieur sont révélateurs que nous voulons donner à nos jeunes Sénégalais une éducation de qualité. Maintenant, aller à l'école est une chose. Ce que le jeune attend, c'est qu'à sa sortie de l'école, qu'il puisse trouver un travail décent. Ça nous fait revenir sur le premier sujet que nous avons abordé, qui est relatif à l'industrialisation. Le monde ne peut pas se faire en un jour. Ça, je pense qu'il faut qu'on le comprenne. C'est un long processus. Nous comprenons ce qu'il faut faire et nous allons le faire sur 2 points. Je dis, il y a l'agriculture, qui est un point sur lequel nous sommes en train de travailler, mais il y a également l'industrialisation d'un pays. Aucun pays au monde ne peut se développer s'il n'a pas une industrie solide, surtout de nos pays au sud. On ne dit pas qu'on peut réaliser le plein à l'emploi, ce serait un rêve. Mais je pense que nous allons aller dans une logique d'essayer de régler le problème d'emploi des jeunes. Et c'est la priorité du gouvernement du Sénégal. La démographie, elle est galopante aujourd'hui. Vous avez 75% de la population qui a moins de 35 ans. C'est également un défi. Est-ce une opportunité ou un problème? 75%, je pense qu'il y a moins de 35 ans. Oui. Tous les 25 ans, la population du Sénégal est multipliée par 2. Je pense que c'est une menace. C'est une menace. Quand vous avez une croissance de la population qui est exponentielle et une croissance des richesses qui est à la limite linéaire, vous allez difficilement combler le gap. Il faut qu'on... Avec des complications multiformes. La Chine, en 2100, la population de la Chine va passer à 750 millions de personnes. Ils sont actuellement à 1,7 milliard. En 2100, la Chine va diviser sa population par 2. Ce n'est pas un hasard. J'ai dit l'Afrique, le Sénégal en général ne produit pas autant de richesses pour régler les problèmes de survie de sa jeunesse. Je pense qu'il faut qu'on ait comment le faire avec certaines valeurs culturelles que nous avons dans une lutte d'une transition démographique. Si nous voulons régler les problèmes de demain, parce que tous les problèmes d'urbanisation dont on parle, accès au logement, c'est lié à la démographie. C'est pas autre chose que ça. Mais il faut aller étape par étape et je pense que ça va demander une très grande campagne d'explication. C'est pas ne pas croire en Dieu de dire qu'il faut qu'on aille dans une logique de transition démographique. Oui. Je suis réaliste. Je pense que toutes les personnes qui veulent que ce continent il change disent qu'il faut qu'on aille dans une logique de transition démographique. C'est pas une question que des Blancs partout veulent nous imposer. Je pense qu'il faut aussi qu'on sorte ça de nos têtes. Ce qu'on veut, c'est construire un pays, avoir des jeunes qui puissent arriver à trouver de l'emploi. Si vous voyez facilement le filtre, l'étanchéité qu'il y a dans certains pays d'Afrique entre les djihadistes et les jeunes qui sont dans des pays, c'est essentiellement dû à ça. Quand vous n'avez pas d'avenir, quand vous n'avez pas de perspective, quand
savez que vous avez absolument rien à perdre, l'horizon est bouché naturellement. Après, c'est très facile de passer de l'autre côté. Dieu merci, on n'en est pas encore au Sénégal, mais je pense qu'on doit sérieusement réfléchir sur quelle politique de population nous voulons dans les prochaines années. Alors, une dernière question. La gouvernance, quelle réponse? Parce que les résultats des rapports sont attendus. Les Sénégalais vous attendent sur ce point. Et quel message fort à l'endroit, justement, du peuple, des Sénégalais qui attendent des résultats concrets? Dans le cadre de la gouvernance, le message fort, je répète simplement, son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye, la redevabilité, rendre compte sera une exigence pour ceux qui ont pris l'argent, mais pour également ceux qui ont été nommés. Je pense que c'est le message il doit être des clair. Deux côtés, des deux côtés. Je pense que c'est un message très fort. Et aucun pays ne peut se développer au monde si vous ne faites pas de la bonne gouvernance un des leviers les plus importants. Vous avez suivi de l'autre côté, de plus en plus, ceux qui s'opposent à vous vous attendent et justement vous indexent comme incapable de réagir dans le bon sens. Quelle réponse? Incapables, ben Omar, ils sont très mal placés. Qui a pillé ce pays? Qui a fait un TR à près de 1000 milliards de francs CFA avec une locomotive de 300 km/h alors que ce TR roule à 125 km/h? Qui a fait une bretelle Dakar-Saint-Louis pour une nouvelle autoroute pour signer précipitamment et qui a signé un contrat avec Aqua Power des Saoudiens à 2 jours? Qui a payé en 2023 à peu près de 1200 milliards de commissions et d'intérêts sur une dette, alors qu'on sait tous comment marchent les commissions, on connaît leurs banques, on connaît leurs intermédiaires, qui a pillé le Covid-19. Je pense que si le gouvernement avait fait ce qu'il fallait faire, mettre tous ces mecs en prison qui ont pillé l'argent, je pense qu'ils auraient autre chose à faire que de se mettre à parler. Et cela passe aussi par justement un tribunal qui décidera. C'est ça, ça passe par un tribunal, on ne va décidera. Voilà. Oui. Mais il faut aller vite. Je pense que c'est une demande sociale. En fait, c'est ça. Nous sommes le seul pays au monde où le fonctionnaire est plus riche que la personne qui travaille dans le secteur privé. Ailleurs, dans les pays normés, si vous voulez gagner de l'argent, vous allez travailler dans le secteur privé, vous ne travaillez pas dans l'administration publique. Et on sait ce qui s'est passé. Covid, il y a des gens, je ne veux pas oublier, Pape Diouf, il est mort du Covid. Il y en a beaucoup qui sont morts parce que l'argent qui devait servir à acheter des masques de gaz, les gens ont pris cet argent. Pendant que les Sénégalais étaient enfermés, barricadés, les mecs se mettaient à se dire combien je prends. Il s'agit de ça. Et ces gens doivent rendre compte. Personne, je dis bien, personne ne doit passer en perte et profit ce qui s'est passé. Sinon, c'est un appel d'air. Qu'est-ce qui explique ces lenteurs constatées? Je pense que c'est l'administration qui fonctionne comme ça. Il faut instruire les dossiers qui sont chez le procureur, mais les gens doivent tous rendre compte. Et je pense qu'ils rendront compte. Aujourd'hui, oui, le défi de la sécurité, vous avez parlé justement de l'insécurité, mais aussi quelque part, le président Faye qui est attendu dans le cadre de la crise qui entoure le Sénégal avec les pays limitrophes. Aujourd'hui, êtes-vous optimiste en tant que médiateur par rapport à la crise que connaissent nos voisins? Pourquoi ils ont fait des coups d'État? Et pourquoi ils ont quitté la CEDEAO? Il y a des questions simples à poser. Oui. Ils ont quitté la CEDEAO pour que la CEDEAO ne vienne pas leur dire, monsieur, organisez des élections. Je ne pense pas qu'ils vont revenir dans la CEDEAO. C'est mon avis. Maintenant, il y a des défis sécuritaires. Notre pays est dans un îlot d'instabilité. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on le comprenne. On est producteur de pétrole, on est dans un îlot d'instabilité. Je pense qu'il faut qu'on tous serre les coudes et qu'on renforce la sécurité auprès de nos frontières, sur nos frontières, mais également à l'intérieur de nos pays pour éviter toute tentative de déstabilisation. Lansana Gani Sakho, merci. Merci, Maïwa. Ça a été encore un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Vous avez été nommé d'ailleurs PCA de l'APIX. Oui. Vous n'avez pas encore pris fonction? Non, je remercie le président de la République pour ça, mais c'est entre en droite ligne de ce dont je vous parlais. Oui. Faire du secteur privé national, en restant ouvert, un des piliers du développement de notre pays. Vous serez en tout cas questionné encore une fois après votre prise de fonction pour voir l'environnement des affaires. C'est important. Est-ce que le Sénégal est assez attractif ou en sommes-nous justement dans le cadre des affaires? Être attractif, c'est une chose. Faire venir les gens, c'est une chose. Mais il ne faut jamais laisser partir ceux qui étaient là. Je vous ai dit, les gens qui sont partis, les champions qu'on avait, dire qu'on est attractif.
c'est une chose, mais rendre ton pays compétitif sur le plan international pour qu'il aille chercher des marchés, créer de la valeur, ça c'est également autre chose. Je pense que c'est des changements qu'il faut impulser si nous voulons faire de ce pays un hub industriel. C'est la question de la prospective. On aura d'autres occasions pour effectivement poursuivre la réflexion. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est passé trop vite. D'autres occasions pour d'autres réflexions. Gardez l'écoute. Vous êtes sur la 98.5. Vous avez raison. Restez-y avec Maodo Faye dans Dianobi. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé